Valérie Pécresse, quelles ont été vos premières pensées en apprenant ce matin ces nouveaux attentats terribles? D'abord une grande tristesse et puis évidemment le sentiment que nous avons tous que personne ne peut être épargné, ne peut se considérer aujourd'hui comme épargné. Nulle part dans le monde aujourd'hui il n'y a d'abri contre cette guerre terroriste. Donc cela ajoute aux responsabilités des élus dont vous êtes, en Île-de-France particulièrement? Bien entendu, puisqu'on voit que les capitales européennes sont particulièrement ciblées. La Belgique, c'est à quelques encablures de la France. Ça arrive directement par la gare du Nord en Île-de-France. Donc évidemment, il y a des vases communicants qui sont importants. Et puis, il ne faut pas se cacher la vérité. Tout ça est quand même très lié à l'arrestation de Salah Abdeslam, c'est-à-dire aux attentats de Paris. Il y a une filière belge qui a commis déjà des attentats à Paris. Quels sont les points que vous avez abordés avec le ministre de l'Intérieur? Je l'ai appelé dès le début de la matinée, dès qu'on a su la nouvelle, pour parler avec lui des transports en Île-de-France. Alors, les transports en Île-de-France, nous avions déjà une vigilance extrême. Mais il ne faut pas relâcher nos efforts. Et c'est vrai que dès qu'il se passe 3 semaines, 1 mois, 2 mois de calme, on pourrait être tenté de relâcher la vigilance. Donc il ne faut pas relâcher la vigilance. Et au contraire, moi ce que je lui ai proposé ce matin, et nous allons nous revoir la semaine prochaine pour en parler, c'est d'accélérer la mise en place d'un certain nombre de mesures que nous avons votées dans le cadre du bouclier de sécurité francilien. Alors, c'est quoi? Je veux mettre en place. Eh bien, c'est notamment un certain nombre d'équipements de sécurité, de nouvelles technologies, pour détecter, par exemple, les comportements suspects par le biais de caméras par exemple. sur le quai des gares. Je voudrais aussi qu'on puisse engager très vite, et c'est un plan que j'ai proposé ce matin, la modernisation du matériel roulant, parce que là aussi, alors ça va prendre plus de temps, bien entendu c'est sur du plus long terme, mais il nous faut aussi de la vidéoprotection dans toutes les rames. Un volet sécuritaire également aujourd'hui dans la rénovation des trains. Il y aura des portiques par exemple, comme certains élus les ont proposés également, je pense au sud de la France. Alors moi je crois beaucoup plus. Je crois à 2 choses. Je crois d'abord à des outils de détection un peu innovants. Technologiques Et un peu moins voyants. Parce que le problème des portiques, c'est que de toute façon, ils sont impraticables en Île-de-France. Nous avons 4 millions de personnes qui prennent les transports en commun tous les jours. 4 millions. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, il y en a plus que sur tous les TER et tous les TGV de France entière. Alors, donc la vérité, c'est que vous ne pouvez pas mettre un portique aujourd'hui à la gare du Châtelet, sinon vous avez une émeute et vous ne pouvez de toutes les façons pas rentrer. Et ça ne changerait rien. Christian Estrosi commence à mettre en place en PACA, vous nous dites, en Île-de-France, non, il ne faut pas y compter. Après, ça dépend des lieux et ça dépend des situations. Nous, en Île-de-France, ça ne servirait à rien. Pourquoi? Je vous donne très simplement l'explication. C'est qu'à Châtelet, on mettrait des portiques qui emboliseraient complètement la gare du Châtelet, mais à côté de ça, vous avez un réseau maillé de centaines de gares. Donc la vérité, c'est qu'il suffirait de monter dans une petite gare de banlieue et à ce moment-là, on n'aurait pas de portique. Donc la vérité, c'est que le portique n'est pas une panacée en matière de sécurité. En revanche, il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est la présence humaine et c'est la vidéoprotection avec des personnes qui, derrière la vidéo, en direct, surveillent ce qui se passe. Mais il y a aussi des outils un peu plus technologiques. Par exemple, des détecteurs d'armes, qui ne sont pas forcément des portiques sous lesquels on passe, mais on a des outils qui peuvent détecter les armes quand on passe devant. Donc en fait, là, vous allez accélérer dans l'équipement de tous ces équipements. Voilà, l'idée, c'est en fait d'avoir du matériel qui, à certains points stratégiques, et sans que, évidemment, les terroristes ne le sachent, pourrait détecter des choses et nous permettre d'avoir du renseignement. Comment ça se passe dans ce cas-là avec le ministre de l'Intérieur? Il y a une volonté bien sûr commune d'aborder de front les sujets Oui, alors le ministère de l'Intérieur, lui, a une meilleure connaissance, c'est lui qui est en charge. Mais sur l'Île-de-France, moi, mon message a été simple, c'est que je souhaitais que les 400 policiers et militaires supplémentaires qui aujourd'hui sont déployés sur la région, sur le réseau francilien, puissent être aussi déployés dans les gares de Grande Couronne. Qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y a finalement une sécurité à 2 vitesses. D'abord, une sécurité dans le métro, dans le cœur de Paris, et qu'en réalité, tout le reste du réseau soit oublié. Donc il m'a garanti qu'effectivement, il y aurait des patrouilles dans les trains et dans les gares,
y compris sur le réseau de grande couronne. Alors l'idée, c'est évidemment, on ne peut pas tout surveiller tout le temps au même moment, mais l'idée, c'est de procéder par sonde, de faire des contrôles d'identité, j'allais dire, aléatoires. Et moi, je suis très heureuse parce que ça fait un petit moment que je demande qu'on puisse procéder à ces contrôles d'identité dans les transports en commun. Donc aujourd'hui, il faut, pour prendre les transports en commun, pouvoir justifier de son identité. Vous savez que c'est la loi Savary qui devrait être promulguée dans les jours qui viennent. Et nous attendons vraiment que le président de la République la promulgue très vite et que les décrets d'application de cette loi soient pris très vite. Cette prise de conscience quant à la fermeté nécessaire aujourd'hui pour répondre, vous l'avez senti auprès des autorités de l'exécutif aujourd'hui? Oui, mais vous voyez, quand j'apprends à ma grande stupéfaction cet après-midi que le fichier ce qu'on appelle le Personal Name Record, le fichier des déplacements en avion en Europe n'est toujours pas mis en place parce que les députés européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet aveuglement? Comment est-ce qu'on peut, après le 13 novembre... Là, ça ne relève pas de l'exécutif. On sait que Bernard Cazeneuve réclame avec force ce vote a encore été décalé dans le temps à Strasbourg. Bien sûr, mais là aussi, j'appelle à la responsabilité. On sait que si ce fichier n'a pas été approuvé, c'est parce qu'il y a eu une espèce d'alliance contre nature du Front National et, j'allais dire, des populistes européens avec une partie de la gauche nordique. On ne peut pas, aujourd'hui, même si certains pays n'ont pas été frappés, ils doivent être solidaires de ceux qui le sont aujourd'hui. Et là, vraiment, je pousse un cri. Enfin, l'Europe doit réagir. On ne peut pas être un ventre mou. Sinon, toute l'Europe va se désagréger. On ne peut pas être un ventre mou face à la menace terroriste. On doit être souverain. Souverain, ça veut dire prendre au Parlement européen les vraies décisions. Il n'y a pas que les parlements français, belges. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers le retour des frontières. Ça veut dire qu'on va vers la dislocation de l'Europe. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, en tous les cas, le retour des frontières. Il y a un scénario catastrophe dans lequel l'Europe ne survit pas à une crise terroriste qui met à l'épreuve sa fermeté et sa capacité à être souveraine et à avoir des frontières sûres. C'est un vrai sujet pour nous aujourd'hui. Enfin, vous savez qu'aujourd'hui, on a combien avons-nous de ports d'entrée avec la Belgique? C'est énorme. J'ai beaucoup apprécié la démarche de Bernard Cazeneuve. Je l'appelais pour lui dire qu'est-ce que je peux faire de plus. Il m'a tout de suite dit venez, on va en parler et on va voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Je pense que l'unité, c'est pour l'action. C'est pas uniquement pour des postures ou pour se mettre en valeur. Mais si la droite était au pouvoir, par exemple, est-ce que les choses seraient différentes? Il y a eu une phrase assez terrible de Marion Maréchal Le Pen qui a dit qu'il n'y aurait pas eu d'attentat en France le 13 novembre si le Front National était au pouvoir, avait été au pouvoir. Comment est-ce que vous avez réagi à ce point? Et puis est-ce que la droite ferait différemment les choses? D'abord, c'est une phrase totalement grotesque. Elle est d'autant plus grotesque que, je vous dis, le Front National a refusé de voter le Personal Name Record. Le Front National a refusé de voter la loi renseignement. Le Front National a refusé l'interdiction des sites qui appellent à la haine sur Internet au nom de la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut sur Internet. Une liberté qu'ils utilisent abondamment. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans l'action, c'est les partis de gouvernement, parce que c'est ceux qui sont responsables. Alors si vous me demandez si je pense qu'on a perdu un peu de temps, oui, j'ai trouvé qu'on avait perdu du temps. On a perdu du temps sur la sécurité dans les transports. Moi, ça fait des mois et des mois que j'alertais. Et on me disait, oh, vous êtes en campagne électorale. Bon, et maintenant, il y a une unité et une unanimité que je dois saluer. Et c'est précieux, cette unité dans les moments que nous vivons. Et donc, je ne critiquerai rien aujourd'hui, même si je vous dis, dès janvier 2015, j'avais alerté, j'avais demandé qu'on travaille à un Patriot Act à la française. Ça a un peu tardé. On a perdu du temps, mais aujourd'hui, l'unité que nous vivons est trop précieuse pour qu'on polémique dessus. Est-ce qu'on a perdu du temps également dans certains territoires de la République, et notamment d'Île-de-France, selon vous, Valérie Pécresse? Est-ce qu'il y a des Molenbeek aux portes de Paris? Je crois que la situation belge n'est pas la nôtre. D'abord parce que nous avons aujourd'hui, en tout cas je l'espère, vraiment pris la mesure du danger qui nous menace, et nous avons une action qui aujourd'hui on a fermé des mosquées qui appelaient à la haine, on en a fermé en Île-de-France, on a fermé la mosquée de Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne. Et il y a toujours la poussée d'un certain communautarisme salafiste, vous l'avez dénoncé durant votre campagne. Oui, moi ce que je crois, c'est qu'aucune capitale européenne, et la France, l'Île-de-France est une capitale très cosmopolite, aucune capitale européenne n'est à l'abri de foyers de radicalisation. Nous avons en Île-de-France des foyers de radicalisation, nous le savons,
et nous devons lutter contre. Et nous devons lutter contre, alors j'allais dire, Et ça, dès quand vous dites ça, l'école. est-ce que vous vous adressez à certaines complaisances politiques dans certaines municipalités, par exemple, où on a pu, peut-être par lâcheté ou naïveté, fermer les yeux? Mais il y en a certainement eu de la lâcheté. D'abord, Aujourd'hui, dans certaines villes. bah, écoutez, moi je vais vous donner un seul exemple. Alors c'est un petit exemple, mais pour moi il est très symbolique. Je suis une femme, vous comprendrez que c'est pour moi symbolique. Le fait qu'on puisse aujourd'hui avoir des femmes en voile intégral sur le sol de l'Île-de-France, dans des banlieues, c'est un signe de provocation. C'est le premier signe. Il est totalement visible d'une forme de radicalité. L'application de la loi Non, anti-burqa. je ne réclame pas seulement ça. L'application de la loi. D'abord, je réclame l'application de la loi, mais ça c'est le minimum. Mais ce serait le minimum. Mais surtout, qu'on n'ait pu me dire, que j'ai pu lire, y compris dans la presse, parce que c'était les 5 ans de l'interdiction, ou les 10 ans, les 5 ans de l'interdiction de la burqa sur le sol français, que j'ai pu lire que ce n'était pas un sujet, alors que c'est un signe visible, extérieur, d'un début de radicalisation, d'un début de coupure vis-à-vis du fait républicain. Donc en réalité, au lieu de prendre ce voile intégral pour ce qu'il est, c'est-à-dire une forme de dérive dans laquelle on estime que la loi de sa religion est plus forte que la loi de son pays, parce que c'est ça ce que ça traduit. Eh bien, au lieu de prendre ça comme un signal d'alarme, on a fermé les yeux, on a détourné la tête et on n'a pas voulu voir. Donc oui, il y a eu de la lâcheté. Il y a eu de la lâcheté, il y en a encore. Et il ne faut pas aujourd'hui. Vous allez mener l'action là sur ce terrain-là également? Ah bah moi je l'ai dit. Vous pouvez faire des choses? Ah mais moi je pense, je crois qu'une partie de mon élection en décembre vient du fait que j'ai dit un certain nombre de choses. Que je serai une républicaine intransigeante, que je couperai toutes les subventions régionales aux associations dans lesquelles il n'y a pas de respect des principes de la République, de la laïcité, de l'égalité homme-femme, que j'ai dit que nous irions vérifier dans les sociétés de transport, mais aussi dans les services publics qui dépendent de la région, qu'il n'y a pas de personnes en voie de radicalisation au contact des usagers, au contact dans les sociétés de transport, dans les lycées. Donc tout ce que j'ai dit dans la campagne, je pense, ça, vous allez le mettre en œuvre. On le met en œuvre. On est en train de travailler sur une charte de la laïcité pour toutes les associations subventionnées par la région. Parce que nous avons un problème de laïcité dans un certain nombre d'associations sportives, on a un problème de laïcité dans un certain nombre d'établissements scolaires, où il y a des pressions à la fois communautaristes et, j'allais dire, intégristes. La déchéance de nationalité maintenant. Les négliger. Et là, du plomb dans l'aile, vous avez vu, après le vote il y a quelques instants du Sénat, qui a réécrit le texte issu du compromis laborieux de l'Assemblée nationale entre la droite et la gauche. Est-ce que vous le regrettez? Ma position est simple. Je pense que ce texte n'a pas sa place dans la Constitution. La déchéance de nationalité n'a pas sa place dans la Constitution. Pourquoi? Parce que je suis favorable à des sanctions exemplaires contre le terrorisme, mais dans la Constitution, qui est notre loi fondamentale, qu'on puisse faire la distinction entre deux types de Français, ça me choque. Les sénateurs, les Républicains, ont proposé de décider d'une peine de prison perpétuelle, la perpétuité perpétuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans possibilité de remise. Est-ce que c'est une idée qui vous agrée? Une perpétuité. Si on pense par exemple à Salah Abdeslam. De toutes les façons, il y a des peines aujourd'hui de sûreté et de rétention. Si une personne qui est condamnée à la perpétuité aujourd'hui, c'est-à-dire à 20, 30 ans de prison ferme, aujourd'hui, au moment où il sort, s'il est encore dangereux, il y a des rétentions de sûreté. Donc de fait, il ne doit pas sortir. Il n'est pas question de laisser sortir. N'existe pas aujourd'hui dans le cadre du terrorisme. Et d'ailleurs, Manuel Valls a dit il y a quelques instants qu'il était prêt à étudier cette proposition venue de la droite. On peut tout étudier, mais d'une manière générale, je pense qu'il ne faut pas laisser sortir un terroriste de prison. Il faut le retenir avec une peine de rétention de sûreté. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne se sont pas du tout amendées en prison. Et donc, il faut quand même qu'on applique la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, avec de la rétention de sûreté. Parce que la peine que le Sénat va proposer, elle ne s'appliquera qu'à l'avenir. C'est-à-dire qu'elle ne s'appliquera que pour le futur. Moi, je pense à ceux qui sont aujourd'hui en prison.